La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis dans la causerie Sud Radio, évidemment pour vous présenter le week-end rugby qui s'annonce, que vous allez vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et comme chaque semaine, nous sommes avec Quentin Cabanis, Marius, Louis-François. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Messieurs, week-end de tournoi destination, 4e journée, évidemment, c'est le programme qui s'annonce avec ce vendredi soir exceptionnellement Irlande, Pays de Galles, demain France qui se déplace en Écosse à partir de 15h10 et à 17h40 il y aura un Italie-Angleterre. Messieurs, demain, je vous le redirai à la fin du podcast, mais dès 14h30, prise d'antenne sur Sud Radio pour vous faire vivre le match Écosse-France jusqu'à 18h avec Alexandre Priam, François Trio, Daniel Herrero, évidemment Quentin Cabanis sera également là, Marius, Louis-François. Messieurs, on va regarder le match Écosse-France, évidemment. Avec des compositions, on connaît les compositions, Quentin, et notamment la composition écossaise. Évidemment, Cyprien, les compositions, donc avec cette équipe d'Écosse, avec Showman, Turner et Rowe pour la première ligne, Cumming et Brown deuxième ligne, Darge, Dempsey, Fagerson pour la troisième ligne, la charnière habituelle, Ben White, Finn Russell, sur les ailes, Graham et Stein, au centre Jones, Tuipulutu et Blair Kinghorn à l'arrière, sur le banc, Jordan, Horn, Bayliss, Douglas, Gilchrist, Fagerson, Sutherland et Ashman. Et du côté de la France, c'est simple, on revient sur le 15 type qui avait battu l'Irlande pour le match inaugural. Ouais, le 15 ne change pas, le 23 en revanche oui. Donc pour les 15 titulaires, Gros, Marchand, Aldeguerri, Olivon et Guillard pour la deuxième ligne, Gros, Gégou et Gelon en troisième ligne, Dupont, Jalibert pour la charnière, aux ailes Biel-Biarré, Atisogbe, Moefana de porteur pour les centres et Thomas Ramos à l'arrière. Donc sur le banc du changement, Movaka, Neti, Bamba, Flamand, Meafou, Nouchi, Serin et Barassi. Donc les changements notables, c'est notamment Demba Bamba et Barassi. Exactement, Demba Bamba qui profite du forfait de Georges Colombe, et on a appris également on a appris également le forfait de Fabien Broboiry, ce qui explique peut-être le retour de cette paire de centres bordelaise. On va en parler, messieurs. On va faire surtout le match dans le match. On va vous donner des petits duels et vous allez me donner votre avis sur la balance. Elle pèse, elle balance. J'évite la balance. La balance tout court. Ouais, j'ai pas envie de la croiser, celle-là. Est-ce qu'elle va plutôt du côté écossais ou que du côté français? On va commencer par le paquet d'avant en règle générale. La mêlée, peut-être, ça va être intéressant à regarder. Est-ce que ce pack écossais peut rivaliser avec ce pack français, selon toi, Quentin, ou elle va subir, sachant qu'elle a déjà subi lors du premier match contre l'Italie, dans des conditions évidemment météo compliquées. Mais tout le monde a subi face à cette équipe italienne et au paquet d'avant italien. Alors nous, il y a eu le choix justement de la deuxième ligne Olivion Guillard, une deuxième ligne plutôt dynamique que plus forte en mêlée peut-être, mais je suis pas forcément inquiet par le paquet d'avant écossais. Je pense que ça va être relativement équilibré, mais je mets un tout petit avantage à l'équipe de France quand même, malgré le fait de se passer de Flamand et Meafou en tant que titulaire. Toi, du côté Marius, est-ce que ce 8 d'avant français te donne satisfaction, ou est-ce que tu crains un peu ce paquet d'avant écossais? Non, moi il me donne grande satisfaction même, puisque contre l'Irlande ils avaient été relativement costauds, notamment pour ça Michael Guillard qui avait été homme du match et qui revient, qui devrait être costaud. En revanche, si là où moi j'ai un peu plus peur, c'est sur la première ligne. Showman, il est très très bon en mêlée. Il attaque directement, ce qui n'était pas le cas lors du dernier match des Écossais. À voir. Moi, c'est c'est pas le point noir. Ce serait aller trop loin de dire que c'est un point noir, mais le petit souci, si on doit trouver un petit couac chez ces Français, pour moi, c'est la première ligne et notamment le souci de pilier droit, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont densifié leur troisième ligne, les Écossais, notamment avec Jack Dempsey et Matt Fagerson. Fagerson habituel numéro 8, Jack Dempsey aussi. Ils ont voulu densifier vraiment avec des gros porteurs en troisième ligne et un joueur plus polyvalent comme Rory Darge. Cette troisième ligne-là, face à François Cross, Anthony Gelon ou encore Oscar Gégou, ça va être un beau duel. Quentin, est-ce que les Écossais ont pour but de
casser la gueule un peu au premier rideau défensif français. Le truc, c'est que si tu as envie de casser la gueule au premier rideau défensif français, tu t'attaques quand même à 3 solides gaillards. Au niveau du plaquage, il y en a aucun des 3 qui se défile. Jégou, c'est pas le plus épais, mais c'est un sécateur. Dès qu'il y a un mec qui s'approche, il le découpe. Jelon, on dirait qu'il est fait pour plaquer des mecs. Et François Cros, il est peut-être un petit peu en dessous sur son à destination, mais il faut se souvenir que pendant très longtemps, ça a été le meilleur plaqueur de l'équipe de France. Donc voilà, je suis pas inquiet du tout pour cette 3e ligne de l'équipe de France, d'autant plus que si un joueur est en difficulté, tu peux te permettre de faire rentrer un Lenny Nouchi par exemple, qui est quand même aussi un joueur assez exceptionnel. Donc, ou alors un deuxième ligne qui peut permettre à Guillard ou Olivon de glisser en 3e ligne. Un des 2 deuxième lignes en 3e ligne. Donc vraiment, je suis vraiment pas inquiet. Et si jamais t'es trop embêté physiquement, tu sais que t'as du tonnage à faire basculer en 3e ligne. Donc vraiment, la 3e ligne ne m'inquiète pas plus que ça, non. Et cette 2e ligne, Marius, Scott Cummings et Grégoire Braun qui peut également évoluer en 3e ligne. Ça montre une vraie volonté également de, donc je disais, densifier la 3e ligne et peut-être rendre la 2e ligne plus mobile, comme l'ont fait le 15 de France. Bah ouais, puis c'est surtout 2 gros packs. En fait, ça va un peu être à qui va le plus casser la gueule à l'autre pack, quoi. Ça va être un énorme duel. Je pense qu'il y a des gros choix stratégiques des 2 côtés dans les staffs. Et moi, en fait, plus que de craindre ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que je pense que ça va être un énorme duel en seconde ligne déjà, mais on parlait de la 3e ligne, parce que Darge, il fait un sacré tournoi quand même depuis le début. Ouais, justement, Darge, c'est l'un des meilleurs gratteurs, c'est le meilleur gratteur de ballons dans les rucks, avec 8 ballons récupérés depuis le début des 3 premières années. C'est solide. Ouais, c'est costaud. Ferson, c'est costaud. Enfin, moi, ils sont pas ridicules. Ça donne vraiment envie, quoi. C'est un choc des titans. C'est plutôt plaisant à suivre, surtout en plus en général. Donc ouais. Non, moi ça, je les crains pas. De toute façon, je le redis, je pense que la France, au vu des prestations qu'elle a produites lors des dernières journées, elle a personne à craindre dans ces 6 nations. Elle peut se craindre qu'elle-même je pense qu'elle peut se craindre qu'elle-même si elle a un trou d'air, quoi. Mais non, là ça va carrément être un énorme choc et j'ai bien hâte de voir ça. Avant de continuer les duels dans ce match, à noter, tu parlais que l'équipe de France n'a pas à craindre cette équipe. C'est Antoine Dupont qui l'a d'ailleurs déclaré aujourd'hui dans la conférence d'avant-match en disant que si notre premier match du tournoi avait été Écosse-France, personne n'aurait dit que c'était le plus dur. Mais évidemment, dans la posture où on est aujourd'hui, oui, ça l'est certainement. Ça montre de la confiance et à la fois du respect pour ses adversaires, mais beaucoup de confiance chez le capitaine français. D'ailleurs, on va se diriger vers la charnière, messieurs. Antoine Dupont, Mathieu Jalibert face à, évidemment, Ben White, Finn Russell. Est-ce que ce match dans le match est équilibré ou il y a un net avantage côté français, Marius ? Il y a un avantage, c'est sûr, c'est indéniable. On a le meilleur joueur du monde à la mêlée. Et puis, certainement l'actuel meilleur demi d'ouverture du monde qui revient là et qui va revenir. Oui, je viens de le dire. Alors moi, j'aurais tourné autrement, tu vois. J'aurais dit, on a le meilleur demi de mêlée du monde et puis on a le meilleur joueur du monde à l'ouverture. Pas encore. Il va falloir qu'il fasse plus de preuves. Mais et puis en face, White Russell, c'est très costaud. Surtout Russell. Tout va dépendre de Russell en fait. Surtout Russell, oui. White, ça reste pas mal quand même. Mais tout va dépendre de Russell, je pense, dans ce duel. Avantage à la France, évidemment, au vu des joueurs, de ces 2 joueurs-là et du cran qu'ils ont, mais Russell peut sortir un match de folie comme il sait le faire, ou il peut tout autant plomber son équipe, rater des coups de pied, prendre trop d'initiatives, faire trop de chichi. Ce que pouvait faire Jalibert avant sur ce type de joueur, quoi, c'est à peu près le même type de joueur, et ce qu'il ne fait plus. À voir si Russell va tenir la baraque ou craquer. On l'a remarqué, on est d'accord, il n'y a pas vraiment de duel entre Ben White et Antoine Dupont. Antoine Dupont est largement au-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le duel, peut-être, Quentin, va se jouer entre Mathieu Jalibert et Finn Russell. Est-ce qu'il y a duel ? Est-ce que les 2 se ressemblent ? Les 2 ont un peu ce côté instinctif, le côté geste, frisson, pour plaisir. Moi, c'est 2 des joueurs les plus agréables à regarder jouer sur la dernière décennie. Et du coup, avantage à qui ? L'expérience de Finn Russell ou l'insouciance de Mathieu Jalibert ? C'est que je pense que si on te laisse le choix sur une compo, tu vois, on te dit tiens, tu montes ton équipe, tu prends Russell ou Jalibert. C'est pas évident. Le choix est difficile parce que tu te dis qu'un Russell dans une équipe qui avance, ça peut être quand même exceptionnel. Mais j'ai le sentiment que l'effectif français est plus fort
Et du coup, là, l'avantage sera à Jalibert qui sera dans des meilleures conditions pour jouer ce match. Donc moi, je vais mettre un petit avantage à Mathieu Jalibert sur cette rencontre-là, d'autant plus qu'il est en grande forme. Mais bon, il faut aussi noter que c'est quand même les 2 numéros 10 des équipes qui marchent le mieux quasiment sur les compétitions européennes depuis le début de la saison. Évidemment, Basse pour Finn Russell et Bordeaux pour Mathieu Jalibert. Après, il y a aussi peut-être à prendre en compte l'association Mathieu Jalibert, Antoine Dupont est plus récente. Elle fonctionne bien depuis le début du tournoi, mais elle est plus récente. Avec évidemment un passage en Coupe du Monde 2023 avec la blessure d'Entama qu'il faut pas oublier. Donc ils ont déjà joué ensemble. Non, c'est des joueurs qui se connaissent, mais c'est quand même un peu plus récent. Finn Russell, Ben White, ça fait quand même quelques sélections qui se fréquentent. Il y a aussi cette connexion là qui va être intéressante à regarder. Ouais, mais même si Ben White n'est pas ton meilleur ami. Oui, non, c'est pas mon meilleur ami. Et des fois, il a des choix un petit peu douteux. Mais on espère qu'il en aura de samedi du coup. On va pas lui souhaiter du malheur, mais évidemment qu'on l'espère. Non, mais puis après tu soulignes les joueurs qui se connaissent. Jalibert, il est encore une fois dans les meilleures dispositions parce que derrière lui, il a 2 centres avec qui il joue toute l'année. Donc tu peux aussi te dire que il y a cette alchimie qui peut servir avec le fait de jouer avec 11, 12, 13 de son club, donc 10, 11, 12, 13 du même club. Ça a forcément été aussi Mathieu Jalibert. On l'a vu très performant sur les 2 premiers matchs du tournoi avec l'équipe de France. Donc on n'est pas du tout inquiet pour Mathieu Jalibert. Mais je pense que ça peut être un duel assez intéressant et que le 10 qui prendra l'avantage sur l'autre, ça va changer beaucoup de choses dans le match. Parce qu'avec cette compo de l'équipe de France, on sait que Mathieu Jalibert a peut-être un rôle plus important que si ça avait été l'autre paire de deuxième ligne, où là Dupont aurait peut-être dû en faire un peu plus. À noter, donc tu parlais de la paire de centre, on va parler de cet autre duel dans le match. Évidemment, Tupulutu, Hugh Jones d'un côté écossais, 2 joueurs de Glasgow face à Yoram Moefana, Nicolas Deporter, les 2 centres de Bordeaux. Marius, avantage à qui, sachant que la première paire écossaise, elle était titulaire lors de la tournée des Lions l'été dernier. C'est rare à noter que l'Écosse a peut-être l'une des plus belles lignes de 3/4 de ce qui se fait dans le monde. Pour moi, c'est le plus beau duel de ce match. Et moi, je donnerais un avantage à la paire de centre écossaise. Parce que Tuipolotu, Hugh Jones, ça fait plus de sélections que Moefana de Porter. Après, c'est un match, c'est le match des parfaits presque, j'ai envie de dire. C'est le match vraiment des 2 côtés. C'est des deux paires de centres qui sont superbes, très agréables à regarder, très fiables, que ce soit défensivement ou offensivement. Moi, mon avantage va à l'Écosse parce que vraiment, j'adore Hugh Jones. Je le trouve exceptionnel. Menoncello disait qu'il pensait être le meilleur centre de la planète. Pour moi, c'est Hugh Jones. Et puis Tupolotu, c'est le capitaine. Ça fait comme je disais, plusieurs années qu'il est là. Ils évoluent ensemble. Ils ont évolué ensemble aussi chez les Lions. Voilà, en face, Moefana de Porter, c'est très costaud aussi, c'est plus jeune, peut-être un peu moins d'expérience, même si ça en a déjà. Ça revient de blessure. Ouais, c'est surtout ça ça revient qui aussi. m'inquiète le plus, c'est voir dans quel état de forme ils vont être. Alors Moefana est rentré en top 14, 35 minutes, ouais. Et en revanche, on ne sait pas exactement dans quel état est de Porter. Que lui, il a pas joué. Deporter n'a pas joué depuis le premier match contre l'Irlande, en effet. Donc voilà, qui était le 4 ou 5 février. Dans quel état de rythme est le garçon, parce que en face, c'est quand même très solide. Mais si on doit faire une petite comparaison, c'est peut-être là où je mets un avantage à l'Écosse aussi sur cette paire de centres. Alors la nôtre est exceptionnelle, mais peut-être que le fait de ne pas avoir joué depuis quasiment un mois pour De Porter peut jouer. Est-ce qu'on aurait eu cette paire de centres si Fabien Broboiry n'avait pas déclaré forfait ? C'est une question auquel seul Fabien Galtier a la réponse, je crois, parce que non, mais c'est une vraie interrogation. Non, mais quand même. On a quand même aussi la chance là dans cette équipe de France d'avoir des choix et pas souvent des choix par défaut. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu te rends compte que là personne n'imaginait que ce soit Guillard Olivon la deuxième ligne, c'est vraiment un choix stratégique parce que en face Moefana et Flamand ont fait un excellent match le week-end dernier. Quand Guillard est sorti du 15. Il avait fait d'excellentes prestations aussi. C'est jamais des punitions, hein. C'est vraiment des choix stratégiques mis en place par le sélectionneur. Et là, peut-être qu'il y a un petit choix par défaut avec la blessure de Broboiry, mais c'est pas certain parce que tu te retrouves avec la paire de centres qui a été titulaire sur le premier match du tournoi face à l'Irlande, qui semblait être un des matchs les plus importants. Donc non, je n'ai point la réponse. Voilà, mais peut-être que Broboiry aurait eu sa place sur le banc plutôt que Barassi, tu vois,
En tout cas, ça va être un beau duel au centre à suivre entre la paire de centres française et écossaise. Et enfin, l'un des derniers duels, peut-être le triangle arrière. D'un côté, Louis Bielbiarré, Théo Atisogbe et évidemment Thomas Ramos. Et de l'autre côté, nous avons ce qui se fait de pas mal aussi. Kyle Stein, Darcy Graham et Blair Kinghorn. Avantage à qui, Quentin, sur ce trio arrière? Évidemment, on pense au duel toulousain entre Blair Kinghorn et Thomas Ramos. Ils sont partenaires, rivaux également en club. Là, les deux ailiers, alors c'est peut-être pas les noms les plus connus. On pense évidemment à Van der Merle, naturellement. Darcy Graham, ailier de poche, assez insaisissable, des appuis très courts. Kyle Stein, c'est plus la constance, ailier d'origine sud-africaine, moins costaud que Van der Merle et peut-être moins rapide que Darcy Graham, mais monsieur propre sur son aile. Avantage à qui, du coup? Nous, on a un facteur X sur une aile. On a le sentiment que sur n'importe quelle demi-occasion, Louis Bielbiarré peut marquer un essai de 60 mètres. Donc déjà, c'est une cartouche en plus. Et puis Thomas Ramos est peut-être le meilleur arrière du monde actuellement. Donc je dirais avantage à l'équipe de France parce qu'on a quand même du génie derrière avec Thomas Ramos et une force athlétique quand même exceptionnelle avec la vitesse de pointe de Bielbiarré. Sachant que notre ami Atisogbe est très bon sur les ballons hauts et que en termes de vitesse, c'est quand même pas vilain non plus. Non, je pense que là, on a un trio très solide. Quand tu dis qu'il se permet de ne même pas prendre Damien Penaud dans les 42, c'est quand même qu'il y a un niveau exceptionnel sur les ailes et à l'arrière. Avantage également à la France pour toi, Marius? Oui, d'autant plus que Blair Kinghorn n'est vraiment pas dans la forme de sa vie. Cette saison, c'est. Il a d'ailleurs été hors groupe sur les 2 premiers matchs. Ouais, mais mais même à Toulouse. Enfin, il n'a pas été hors groupe, mais je veux dire, dans la forme. Il n'était pas titulaire pour le match d'ouverture en Italie, ni contre l'Angleterre. Il est revenu que lors du dernier match mais attention, contre le Pays de Galles. Ça reste un joueur génial et contre l'équipe de France en Écosse, il peut se sublimer et nous faire des misères sur le jeu aérien. Ça ne me surprendrait pas qu'il ait envie de le faire. C'est justement le seul petit point où j'aurais pu mettre un avantage à l'Écosse, mais je garde quand même l'avantage à la France. Là, c'est indéniable. Pour moi, il y a peu de débats. Quentin l'a très bien dit, Bielbiarré, Facteur X, Atisogbe et Ramos. Enfin, ce triptyque arrière est vraiment très costaud. Ramos, c'est aussi le meilleur à son poste, si ce n'est aussi le meilleur joueur du monde. Il y a débat. On a 3 qui se battent. Ouais, franchement. Et les 3 sont français. Et juste Kinghorn est sûrement, pour moi, meilleur sur les ballons hauts que Ramos. Ouais. Mais c'est le seul point, et comme je l'ai dit, il est vraiment pas en forme depuis. J'ai l'impression que c'est depuis la campagne européenne de Toulouse où il avait été replacé en 10 et les 2 défaites d'affilée où il fait vraiment des très mauvais matchs. Et on s'était demandé pourquoi c'était lui qui était positionné en 10, c'est pas Thomas Ramos à ce moment-là. Exactement. Et bizarrement, et est-ce que Hugo Mola avait du mal préparé pour lui saper le moral pour le match contre C'est possible. Peut-être qu'il avait tout vu. Hugo Mola est finalement le meilleur sélectionneur de l'équipe de France en étant à Toulouse. C'est ça que tu es en train de dire. Est-ce que tu milites déjà pour la présence d'Hugo Mola? Est-ce que Hugo Mola n'avait pas vu tout avant tout le monde? C'est ça la question. C'est le génie toulousain. Ouais. Non, mais voilà. Moi, je pense que franchement, sur ces confrontations directes, on est quand même. Il y a un gros avantage France. Mis à part au centre, j'ai l'impression qu'on est plutôt en avantage. Dernier duel, Marius. On est favori. Dernier duel, celui des bancs, messieurs. Avec un banc en 6-2 des 2 côtés. Avantage à qui? Peut-être un banc plus expérimenté côté français. George Horn et Tom Jordan derrière pour les Écossais. Tom Jordan, habituel demi d'ouverture, mais qui peut également évoluer au centre et à l'arrière. Tandis que nous, on a Pierre-Louis Barassi qui peut évoluer au centre et à l'aile. Et Baptiste Serin derrière. Devant, c'est du classique, plutôt 2 deuxième lignes, un troisième ligne et une première ligne. Pareil pour eux, avec plutôt un deuxième ligne et 2 troisième lignes plutôt pour eux. Avantage à qui, Marius, sur le banc? Avantage France aussi. Il y a plus de débats sur les arrières, je trouve. Sur les avants, pardon. Parce que sur les arrières français, Barassi, Serin, pour moi, sont nettement meilleurs que les arrières écossais sur le banc. Horn et Jordan. Horn, il est bon, mais voilà, Jordan. Il m'a jamais vraiment transcendé. Serin fait des très bonnes entrées depuis le début, et puis on sait que ça fait des années que voilà. Il est resté dans le groupe alors qu'il y avait le retour de Nolan Le Garec, qu'il avait pris une promotion. C'est une très juste récompense pour lui, je trouve. Non, mais il y en a qui disaient que Nolan Le Garec était revenu, qu'il aurait pu réintégrer les 23, et là, ça montre que Fabien Galtier reconnaît également les bonnes entrées. Il y avait toute une théorie comme quoi Baptiste Serin n'était pas un joueur qui pouvait être remplaçant, jouer numéro 2 dans un groupe et tout. Sur ce tournoi, en tout cas, il a prouvé que il est parfait.
Quand il rentre, même s'il rentre que 5 minutes, il arrive, il amène quelque chose, tu sens qu'il a envie, qu'il est content d'être là. Et c'est vraiment bien pour ce joueur qui n'a pas été gâté et par les blessures et par les choix. Donc avantage pour toi sur le banc français. Ouais, banc français, sur les piliers. Par contre, j'aurais mis un avantage aux Écossais. C'est pas mal. Fagerson, Sutherland et Ashman en première ligne, c'est du costaud. Ashman, c'est titulaire habituel quand même. Ouais, et puis non, sur les premières lignes, avantage écossais. Nous, il y a un moment, les piliers droits, on va t'appeler. On sait plus où. Ouais, peut-être. Mais ça peut pas être pire. Que des Mbamba. Ça peut pas être. C'est aussi Gaillard. Non, oui, c'est Gaillard, mais c'est pas top classe international. Non, mais voilà. Là, 3 sélections en 3 ans pour Demba. Ouais, non, mais c'est un joueur qui avait... Non, mais ça montre qu'il est dans le groupe, mais pas vraiment là non plus. Il y avait beaucoup de promesses autour de Demba Bamba qui n'ont pas été confirmées. Et là, c'est quand même... confirmé par lui. Oui, non, mais et du coup on attend de voir. Mais le problème c'est que à ce poste-là, ça commence à devenir compliqué, quoi. On sait plus qui va être le prochain choix s'il y a encore un souci. Movaka, pour l'instant, depuis qu'il est revenu de blessure, moi, il m'a jamais transcendé comme il le faisait avant. Moi, c'était pour moi il était exceptionnel. Il avait pris la place de Marchand en tant que titulaire et tout. Et là, je suis désolé de le dire, mais la différence, elle est faite et elle est nettement à la faveur de Marchand. Il est pour autant devant Maxime Lamotte, qui est le numéro 3. Mais ça dépend des matchs, j'ai l'impression. Là, il en a fait 3 et Maxime Lamotte en a fait qu'un. C'est sur le 4e, là, c'est le 4e. 3 fois, Peato Movaka a été remplaçant et Maxime Lamotte l'a été une seule fois, si je me trompe pas. C'était du côté du Pays de Galles. Sinon, Italie, Irlande et maintenant Écosse, c'est Peato Movaka qui a à chaque fois été choisi. Ouais. Mais moi, j'attends qu'il nous fasse une entrée un petit peu fracassante, qu'on le voit faire des différences balle aux mains comme il était capable de le faire. Il y a un moment où on pouvait le faire jouer à 3e ligne, Movaka. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans le dur et j'espère que ce match-là sera un déclic pour lui. Mais parce que c'est un joueur qu'on adore tous. Mais voilà, je pense que Movaka, Netti, ça va tenir. Bamba, je suis un petit peu plus inquiet. Puis derrière, Flamand, Meafou, c'est exceptionnel. Et Ninouchi, il n'y a rien à dire. C'est monstrueux. Vous l'aurez compris, messieurs, plutôt avantage France face à l'Écosse. Rendez-vous à 15h10, évidemment. Et la dernière fois qu'on y est allé, ça s'est mal passé. On s'en est sorti par un petit miracle, parce que je continue à penser que le ballon était bel et bien aplati. Évidemment. Et d'ailleurs, ce match-là, il y a un joueur qu'on a peut-être oublié, mais qui était remplaçant ce jour-là. C'était Pozzolo Tuilagi. Voilà. Oui. Non, on l'a pas oublié. Non, on l'a pas oublié. Mais il est loin de l'équipe de France. Il se fait discret ces derniers temps. Messieurs, un joueur français que vous allez particulièrement regarder sur ce match-là, pour toi, Quentin, c'est... Allez, le grand Charles. Charles Olivon. Le grand Charles, comme Fabien Galtier l'a dit en conférence, il a dit que c'était évidemment un match pour Charles et qu'on aurait besoin d'un grand Charles pour s'imposer en Écosse. Mais c'est un joueur que j'adore, je trouve qu'il fait plutôt un très très bon tournoi. C'est quand même pour un 2e ligne ou 3e ligne un mec qui marque énormément d'essais. Le soldat, aussi. il peut jouer, il joue partout, il accepte. Et puis c'est propre, tu vois, c'est fort. Donc allez, moi je vais regarder Charles Olivon et puis maintenant qu'il porte cette belle moustache, c'est quand même quelqu'un. Ça te fait rêver. Je suis un peu jaloux. Je peux comprendre. Marius, toi, c'est... Moi, je vais partir côté écossais et je vais observer Finn Russell. Parce que je pense que le match se joue là pour toi. Pas forcément que là, mais si l'Écosse veut gagner, il faut un Finn Russell exceptionnel. Le match, on peut déjà d'entrée de jeu, si Finn Russell n'y est pas, se dire que ça va... Enfin, c'est pas plié d'entrée, évidemment, mais après, voilà, le match peut un peu dépendre de... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sélections au moins dépendantes d'un joueur que l'Écosse de Finn Russell. À noter que l'Écosse est encore en mesure de gagner le tournoi. 15 points la France premier, 11 points l'Écosse deuxième. Donc en cas de victoire écossaise, il y aurait une finale à distance lors de la 5e journée. C'est aussi très rare que l'Écosse n'a jamais gagné le tournoi destination depuis qu'il est tournoi destination. Donc c'est une des premières fois depuis des années que l'Écosse est également en position de s'imposer dans ce tournoi. Mais pour l'instant, hors équipe de France, c'est aussi peut-être le tournoi le plus serré parce que c'est quand même assez illisible. Ouais, évidemment. Je repense à ce que tu as dit, mais il y a une autre sélection qui dépend d'un joueur, mais à l'inverse, c'est l'Irlande avec Prendergast. Voilà. Il est en groupe. Il fallait qu'il prenne une balle. Messieurs, le pronostic pour vous pour ce match Écosse-France à vivre dès 14h30 sur Sud Radio. Quentin Cabanis. Victoire de l'équipe de France sans bonus. Sans bonus. Quoique si c'est 4 essais. Mais c'est peut-être un bonus offensif, mais pas un succès large. Et bonus défensif du coup pour les Écossais ? Non, mais... à 10 points d'écart ? Ouais, 8.
Vraiment, tu veux chipoter avec moi. Marius. Ouais, j'allais dire un truc comme ça, 6-8 points, moins de 10 de points d'écart, mais bonus offensif. Bonus offensif pour les Français, victoire française. Marqué. Ouais, victoire française. Je pense qu'il va y avoir des essais dans le match. Mais comme côtés, tous les Français-Écosse de ces dernières années, un truc serré, un peu chaud. Ouais, je pense qu'on va transpirer jusqu'au bout, quoi, tu vois. On va se faire pas peur. falloir Ce qui ferait plaisir, parce que va pas falloir se manquer à trouver une touche en fin de match ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Messieurs, les autres matchs de ce week-end, donc je disais Irlande, Pays de Galles, ce vendredi soir à 21h. Messieurs, est-ce qu'on voit les Gallois créer la surprise en Irlande, ou alors les Irlandais sont guéris depuis le départ d'un fameux Sam, celui qui ne conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il faut croire qu'il buvait quand il jouait. Quant à Cabanis, est-ce que l'Irlande va s'imposer largement contre ces Gallois? Je pense que l'Irlande va s'imposer largement contre ces Gallois, et que je pense que l'Irlande se serait imposée largement contre ces Gallois, même avec Sam Prendergast. Marius, il est forcé de constater qu'il a raison, je pense. Les Gallois, même si, attention, pas très les bien. Gallois c'est mieux, mais chez eux auraient dû faire mieux face à l'Écosse. Ouais, moi je vois l'Irlande aussi, surtout il commence à rouler hors, évidemment, on en rigole, mais hors de cette histoire de Prendergast. Ils ont McCloskey qui a mis du temps, j'ai trouvé, à décoller dans 6 nations, mais qui là sort de 2 belles performances. L'Aurélier Balogun qui est très très bon. Beaucoup à lui, Balogun là. Et puis Crowley qui a fait un bon match. On a eu l'impression que face à l'Angleterre, ils ont retrouvé leur charnière enfin. Gibson Park, Crowley, ça roulait bien, ça roulait nickel. Donc voilà, moi je vois les Irlandais s'imposer assez largement. C'est un truc qu'il faut pas dire en soirée. Non, mais il y a quand même quelques choses un peu marrantes à noter dans la composition irlandaise, c'est notamment le fait que Bunda, qui était suspendu. Plus suspendu pour ce match. Mais il l'était avant. Pouvait revenir, il ne revient pas dans le 23, ouais, donc bon. c'est important, c'est quand même ça a été l'un des joueurs phares de cette équipe irlandaise. Et à noter également que c'est Van der Fleer qui sera remplaçant, puisque c'est Nick Timonet qui commencera lors de la 3e ligne. Et donc du coup tu l'as dit, Jack Crowley et Jamison Gibson Park commencera à la charnière. Donc victoire de l'Irlande pour vous, messieurs, avec bonus, je suppose. Oui, tout à fait. Le match, peut-être. Le match le plus indécis. Le match dont les Anglais ont peur. Italie-Angleterre, messieurs. Est-ce que les Italiens peuvent créer la sensation et battre ces Anglais? Je réponds avant vous. Moi, je dis oui. Je dis victoire italienne, retour notamment au centre de Brex Menoncello. Il n'y a pas évidemment Capozzo qui est forfait pour une blessure à l'épaule, mais le retour de Lorenzo Pani qui avait fait un très bon match en Irlande. C'est solide devant, c'est fébrile du côté anglais. On fait pas mal de changements, on fait confiance de nouveau à Finn Smith, on sort George Ford, enfin. Ben Spencer qui est titulaire puisque Alex Mitchell est à la mêlée est forfait, et surtout on tente des joueurs, notamment derrière avec Atkinson au centre ou encore Murley sur une aile. Elliot Daly également, le retour au 15. Il a effectué 11 changements, Steve Borswick, composition anglaise très surprenante. Est-ce que les Italiens peuvent créer la sensation, Marius? Ils peuvent. Ils en ont les capacités. En fait, sur ce 6 nations-là, on a enfin le sentiment qu'ils ont les capacités d'aller battre des gros. Enfin, des gros. Maintenant, est-ce qu'eux aussi sont devenus des gros? Je sais pas encore, mais des grosses équipes sans craquer sur la fin. Ou du moins, s'ils craquent comme ils ont craqué lors des précédents matchs, ça se joue vraiment à peu. C'est pas, ils reprennent 4-5 essais et puis le match est plié sur les 10 dernières minutes. Après, les Anglais, je pense que moi, il me tardait de voir Finn Smith à l'ouverture. J'aime vraiment ce joueur et je comprenais pas qu'on le fasse pas jouer. Donc à voir. C'est vrai que les Anglais, ils vont être certainement revanchards. Après, il y a quand même pas mal de changements. Effectivement, le retour d'Elliot Daly à l'arrière, allez savoir. Le banc est beau quand même côté anglais. Marcus Smith, Van Portvilt, Pollock, Underhill. Dicky, c'est quand même. Non, c'est costaud. Ils ont un joli banc. Est-ce que peuvent aller faire quelque chose? Est-ce que les Italiens peuvent s'imposer pour toi, Quentin? Ils peuvent, oui. Sur ce qu'ils ont montré depuis le début du tournoi, ils peuvent s'imposer. Mais compliqué à dire. Je t'avoue que je suis pas confiant. Je me dis qu'il va peut-être y avoir un réveil anglais. Voilà, j'ai pas envie de sous-estimer cette équipe d'Angleterre. Tu vois, dans les dynamiques, je dirais que l'Italie part avec un petit cran au-dessus parce que c'est à domicile et tout. Mais faut voir s'ils ont pas un complexe d'infériorité face à ces Anglais. Est-ce que le fait d'avoir Finn Smith en 10 peut changer les choses aussi pour l'Angleterre?
Voilà, c'est compliqué. On a l'impression qu'il y a une équipe qui est un peu vieillissante avec des George, Itoje, etc. qui sont plus sur la fin que sur le début de la carrière et qu'en face, c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Mais allez, si je dois me mouiller, je vais dire que c'est peut-être encore un poil trop tôt pour l'Italie face aux Anglais. Moi, je viens de voir le pack italien, je pars direct sur l'Italie. Ouais. Tu pars sur l'Italie aussi. Ils sont un sacré pack. Non, mais c'est vrai que devant c'est fort. Mais à noter que l'Italie n'a jamais battu l'Angleterre lors d'un tournoi destination. Mais ouais, mais c'est ça. Est-ce que c'est l'année, tu vois? Donc ce samedi, peut-être. ça pourrait être un match historique pour la sélection. En fait, j'ai envie d'y croire. Avec une une fratrie à la charnière. Et ça, j'ai pas compris. Parce il y a que les deux Fusco, il Garbi. fait quand même. mais peut-être qu'il voulait appuyer sur un demi-mêlée avec un peu plus d'expérience pour gérer les fins de match, ou c'est aussi ça. Et Garbi C'est est peut-être possible. bon pour enflammer au début, Ouais. mettre un peu le feu. Ça, et, c'est des matchs de frères, tu vois, les Canonais, les Garbisi, voilà. Mais Est-ce en fait, que j'ai envie d'y l'histoire croire. va s'écrire sur Sud Radio? J'ai envie d'y croire, Ce serait beau. mais j'ai pas envie de leur savonner la planche avec des commentaires présomptueux. Messieurs, ce sera à vivre sur Sud Radio, évidemment la radio du rugby. Donc ce soir, vendredi, on enregistre ce podcast en après-midi, à vivre Irlande-Pays de Galles avec Quentin Cabanis, mais également la Pro D2 à vivre avec Alexandre Priam et ce multiplex qui va être fabuleux à vivre et Marius Louis-François. Et demain donc, 14h30 jusqu'à 18h, vous aurez le match France-Écosse à partir de 15h10 à Murrayfield avec François Trio et Daniel Herrero. Évidemment pour animer tout ça, l'excellent Alexandre Priam. Merci Quentin. Avec plaisir. Merci Marius. Avec grand Quentin, plaisir. on te quitte quelques semaines pour le podcast puisque tu as besoin de prendre du repos, surmenage. J'ai besoin de prendre du recul. Voilà, il faut que tu te Je sens la vision un peu brouillée. Tu vois. Comme Prendergast finalement. Exactement. C'est le nôtre. Tu C'est le penses nôtre. que l'équipe va remonter en C'est sûr. On récupérera Quentin Barbaza lundi dans le podcast pour débriefer. Comme par hasard, on remplace par un Quentin. France-Écosse qui est bien plus talentueux. Parce que Merci. si Cyprien n'est pas capable de faire un lancement en changeant des prénoms, Trop du compliqué. coup, c'est pour ça on enchaîne les Quentins Ah non, mais depuis le début. moi, je suis un homme d'habitude, vous le savez. Merci évidemment, toutes les informations rugby sur l'application sudradio.fr, sur Sud Radio également, et évidemment sur les comptes réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. Merci beaucoup et bonne écoute de Sud Radio, la radio du rugby ce week-end.